Hola mamacita. Salut! Vous êtes-vous déjà demandé comment seront les cartes graphiques dans 10 ans? Eh bien moi aussi, et j'aimerais savoir si vous partagez mon avis ou non. Et qu'on soit clair, on est plus ici sur une invitation au débat qu'une vidéo factuelle. Et si ça vous botte, installez-vous confortablement, on part vers l'infini et au-delà. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de quelque chose d'unique que vous allez certainement aimer. Cette vidéo est sponsorisée par le premier navigateur au monde à destination des gamers, Opera GX. Et laissez-moi vous dire que pour ce navigateur, ils ont fait des choses bien. Mais pas besoin de me croire sur parole, je vais vous montrer en quoi il est différent et ce qu'il simplifie au quotidien. La chose la plus importante, c'est le GX Control. Cette fonctionnalité vous permet de reprendre le contrôle en limitant le CPU, la RAM et la bande passante utilisée par le navigateur. Et comme ça, vous êtes sûr que vous pouvez avoir des onglets ouverts sans compromettre vos performances en jeu. Et puis c'est toujours utile, surtout quand on voit comment Chrome aime la RAM. Mais ce n'est pas la seule fonctionnalité, on retrouve aussi le GX Corner, qui vous affiche les jeux gratuits, un calendrier de sortie, les deals et les actualités sur les jeux vidéo. Enfin bref, un endroit indispensable pour les gamers avertis et économes. Comme ils connaissent nos besoins, ils ont ajouté directement dans le navigateur les intégrations de nos applications préférées. Une intégration Twitch pour vous tenir au courant de quand vos streamers préférés sont en ligne, mais aussi le Saint Graal, Discord. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre le Discord d'Opera GX où des giveaways sont organisés 2 fois par semaine. On retrouve aussi WhatsApp, Messenger, Telegram, Twitter, Instagram, j'en passe et des meilleurs. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi customiser votre navigateur grâce au thème de fond prédéfini. Et bien sûr, c'est customisable avec vos couleurs et vos propres images. On retrouve aussi énormément de choses très utiles sans avoir besoin d'installer aucune extension. Ah oui, et j'oubliais, le navigateur est bien sûr entièrement gratuit. Donc pourquoi se priver ? Donc si ça vous dit, vous pouvez le télécharger à l'aide du lien dans la description. Et si vous êtes séduit ou que vous êtes déjà sur ce navigateur, mettez un petit commentaire avec le hashtag OperaGX. Et merci encore à Opera de sponsoriser cette vidéo. Mouah. Dans l'informatique, à la base, on avait quelque chose qui s'appelle la loi de Moore, qui désigne le fait que les ordinateurs suivent un chemin spécifique où tous les 2 ans, on double le nombre de transistors dans les processeurs, qu'ils soient graphiques ou non. Moore a d'ailleurs ajouté plus tard que de telles avancées ne seraient plus possibles après 2015. Et autant dire que pour quelque chose pensé en 1965 et ajusté en 1975, eh bien c'est totalement fou qu'il ait vu pratiquement juste. Ce qui nous amène à dire qu'on se rapproche dangereusement du point où on ne va plus pouvoir ajouter de transistors sur une surface donnée. Et plus communément, si on parle de gravure, ça fait maintenant quelques années que les transistors sont de même taille, parce qu'on peut faire difficilement plus petit avec les moyens qu'on a. Donc on ne parle plus vraiment de finesse de gravure pour les 14, 10, 7 et 5 nanomètres. On va plus parler de procédés de fabrication. Ces procédés de fabrication permettent essentiellement de rapprocher les transistors, histoire d'avoir plus de densité au sein de la puce. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, les nanomètres c'est purement marketing. Aucun standard de mesure de ce genre de choses n'est partagé entre toutes les fonderies du monde. Donc un 7 nanomètres de AMD sera bien différent d'un 7 nanomètres de Intel. Mais ces rapprochements-là, bien que faisables, entraînent par contre énormément de problèmes. Comme les transistors sont plus rapprochés, l'électricité va avoir tendance à sauter entre les deux. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Car il faut non seulement les rapprocher, mais aussi mieux les isoler les uns des autres. On est clairement ici dans un investissement à retour diminutif. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, plus ça va coûter cher d'aller plus loin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez vraiment bloqué. Pour les connaisseurs, c'est exactement la même chose qu'en F1. Pour gagner quelques centièmes sur un tour, il va falloir investir des millions en recherche et développement pour améliorer le moteur et la voiture. Et tout ça en se payant une très bonne interface siège volant pour faire les tests. Mais là du coup vous allez me dire, oui mais on a encore de la marge, regarde chez TSMC, le 3 nanomètres est en route, voilà, encore une fois tu dis n'importe quoi Christelle. Et oui, effectivement c'est le cas. TSMC travaille déjà sur un nœud en 3 nanomètres. Mais rappelez-vous que ce sont pour des puces de téléphone portable, donc elles consomment tout au plus quelques watts. Imaginez-vous faire passer 100 watts et plus dans ces circuits. On n'est pas du tout sur la même affaire. C'est comme envoyer un enfant tabasser Hulk. À aucun moment, ça peut se passer bien. Donc même si le 3 nanomètres est en préparation aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts de les retrouver sur nos puces desktop pour le moment. Et qui sait, on sera peut-être passé sur des puces ARM d'ici là. Donc à moins d'une découverte majeure, on va avoir beaucoup de mal d'améliorer nos procédés pour mettre toujours plus de transistors dans nos puces. Après on a toujours l'option de passer sur des puces plus grosses, on va forcément pouvoir mettre plus de transistors, mais après on se retrouve avec des galettes comme Threadripper où si vous le tombez sur le pied, vous le cassez. Et en plus, vu comment ça chauffe, vous cramez le pied avec. Donc bon, nos solutions elles sont clairement très limitées ici. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand on est bloqué ? Eh bien on devient malin. Sur les dernières générations de cartes graphiques, on commence à voir arriver des technologies telles que DLSS pour nous permettre de jouer toujours en plus haute résolution
tout en ayant moins d'impact sur les performances. Pour information, la technologie existe aussi chez AMD sous le nom de Super Résolution. Elle n'est pas encore sortie à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est un concurrent prometteur. Pour les jeux qu'il supporte, autant dire que ça fait très clairement le travail, même s'il y a quand même quelques améliorations à apporter pour que ce soit vraiment bien. C'est d'ailleurs grâce à ces technologies-là qu'on a pu voir de la 4K abordable arriver sur des cartes qui coûtaient moins de 1000 €. Parce que oui, en dehors de la 2080 Ti, il n'y avait rien qui permettait de faire tourner de la 4K. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup exploité dans les jeux vidéo, car elle requiert un travail supplémentaire de la part des studios, ce qui est toujours un coût supplémentaire à des jeux qui commencent à devenir très chers à produire. Mais ça risque de devenir beaucoup plus courant dans les années à venir, car ça fera partie de l'outil essentiel de nos arsenals de gamers. Pour bien comprendre comment c'est arrivé jusqu'au gaming, il faut aller chercher à la source de comment encoder cet upscale automatisé. Et comme souvent, c'est la donnée qui est la base de tout ça. Et aussi un petit peu l'argent quand même, on va pas se mentir. Car je vous rappelle, nous sachons. N'importe quoi. Aujourd'hui, on génère plus d'une centaine de mégas, voire gigas de données dans une seule et même journée, en fonction des applications qu'on utilise et notre utilisation d'Internet. Et ces données-là ne sont pas stockées pour le plaisir. Elles sont là pour être analysées, pouvoir en sortir des chiffres, des rapports, des tendances, permettant de mieux connaître vos habitudes de consommation, afin de mieux pouvoir vous vendre certaines choses. Oui, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre monde tourne autour de l'argent. Sauf qu'à un moment, le matériel n'était plus assez puissant pour faire des calculs bruts sur une masse de données aussi impressionnante. Il fallait un moyen efficace pour analyser un maximum de données en un minimum de temps. Et c'est ainsi qu'est né le machine learning et le deep learning, qui sont des technologies permettant de mettre au point des algorithmes que l'on vient entraîner sur des pétabytes de données afin qu'ils soient le plus efficaces possible dans la tâche qui leur est confiée. C'est d'ailleurs sur ce genre de technologie qu'est basée la reconnaissance des émotions sur un visage et pas mal d'autres choses dans le genre. Donc tout ça nous permet de faire des choses qui nous paraissent anodines aujourd'hui, mais qui il y a quelques années nous auraient paru totalement folles. J'aurais aimé vous en parler plus, mais je suis loin d'être compétent dans le domaine, même si c'est quelque chose de particulièrement passionnant. Mais là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il divague, j'étais venu là pour parler des cartes graphiques, on se met à parler de machine learning, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien non, car si je vous dis tout ça, c'est parce que l'implémentation de Nvidia est appelée Deep Learning Super Sampling. Donc ce sont les mêmes technologies que ce que je vous ai présenté avant qui sont utilisées pour faire ce genre de choses. Et ça paraît plutôt logique. Car une image c'est de la donnée, des pixels, et si on l'agrandit, ça revient à rajouter des pixels et donc de la donnée. Et qu'est-ce qui est particulièrement bon à faire des tâches qui sont longues et chiantes? Oui, les ordinateurs. Et plus précisément les algorithmes. Et donc c'est leur job de créer les bons pixels et de les placer là où il faut. Et pour ce faire, les studios fournissent des images de très haute qualité de leur jeu afin que l'algorithme puisse s'entraîner un petit peu dessus. Enfin beaucoup, parce qu'il faut quand même qu'ils donnent le meilleur rendu possible en cas d'upscale. Mais cette approche va vite montrer ses limites parce que pour chaque jeu, il faut entraîner l'algorithme dessus histoire d'avoir de bonnes performances. Et ça ne fait absolument pas de doute qu'une version automatisée sans cette dernière étape verra le jour un beau matin. Et ce sont ces technologies-là qui artificiellement vont nous pousser vers de meilleurs framerates et de meilleures définitions par la force des algorithmes et des réseaux neuronaux. Aujourd'hui, on trouve que ça ne sert pas à grand chose parce que seulement une poignée de jeux en dispose. Mais demain, ce sera très certainement un des facteurs qui poussera les performances de l'avant, alors que le hardware galère un petit peu avec les problèmes qu'on a cités auparavant. Ce sont des sujets passionnants, mais il faut bien qu'on s'arrête un moment. Vous connaissez désormais toute ma vision sur comment les cartes graphiques seront dans 10 ans. Merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à poster votre avis sur tout ça, qu'on soit en accord ou désaccord, il n'y a pas de souci, et on aura très certainement l'occasion d'en reparler, soit sur le Discord, soit potentiellement sur des petits live Twitch. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'était un véritable régal de l'écriture jusqu'à la diffusion. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!